Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission Innovation et Cross-Média, l'émission numéro 72. Alors, fin d'année oblige, l'heure est au bilan pour 2021 et aussi aux nouvelles résolutions pour 2022. Quels enseignements tirer de cette année passée? Quelles seront les priorités majeures des directions marketing et digitales sur 2022 pour consolider durablement la relation marque-client? Zoom donc sur les tendances marketing digitales qui devraient s'imposer sur 2022 avec 4 invités. J'accueille déjà sur le plateau Phong Lele. Bonjour. Bonjour Majda. Vous êtes Chief Marketing Officer de Monoprix. Tout à fait. Enseigne leader du commerce de centre-ville, une marque du groupe Casino. Encarna Marquez, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directrice du numérique de France Télévisions, premier groupe audiovisuel français. À ma droite, Céline Ansker. Bonjour, vous êtes directrice transformation digitale et marketing de la banque de détail BNP Paribas, première banque de l'Union européenne. Et en visio, bonjour Florent Champigny. Bonjour Majda. Bienvenue, vous êtes directeur e-commerce et innovation de Center Parcs, marque du groupe Pierre et Vacances Center Parcs, leader européen du tourisme de proximité. Les présentations sont faites. On va démarrer avec Phong à ma gauche. Alors, clairement, l'année 2021 a été une année particulière, une année où les marques ont dû faire preuve d'agilité, mais aussi de pragmatisme pour servir à la fois les attentes de leurs clients, mais aussi préserver leurs intérêts business. Et on a vu 2021 pour Monoprix, ça a été quand même une année aussi d'innovation. Alors, parmi la dernière innovation que j'ai pu constater, on a eu le fameux compte M de Monoprix avec son volet conversationnel. Que retenez-vous de cette année écoulée, cette année 2021 ? Et quels seront aussi vos enjeux 2022 pour la direction marketing que vous représentez ? Écoutez, je pense, Majda, que finalement, 2021, ça a été d'abord une année de digestion. Digestion d'un choc 2020, en fait, 2020, année de choc quand même si au final, on se rend compte que 2020, ce choc a surtout été révélateur, ou en tout cas un accélérateur de transformation qu'il était nécessaire de mener. Et puis, 2021, forcément, année de mise en place de transformation qu'il faudra ancrer en 2022. Alors, on parle de choc, on parle de transformation, de gros mots valises. Moi, je pense qu'en réalité, tout ça, c'est lié à 3 gros changements majeurs. 3 gros paradoxes. Le premier, c'est le paradoxe du client. Un client qui a jamais été aussi connecté, mais qui a jamais eu autant besoin de proximité, et la crise l'a révélé. Un paradoxe de la marque, qui a jamais eu autant besoin d'exister face à une concurrence qui se démultiplie partout, notamment chez Monoprix, Quick Commerce, des acteurs qui naissent tout le temps. Et en même temps, face à des consommateurs qui ne veulent plus qu'on leur dise on est les plus forts, on est les meilleurs, et qui ne croient plus dans les marques, en tout cas croient moins dans les marques qui parlent et ne font pas. Et un troisième paradoxe qui est RH, parce qu'on n'a jamais été dans un monde qui devait aller aussi vite, avec des équipes qui doivent apprendre à faire différemment et faire et défaire. Donc au final, en fait, ce qui est hyper passionnant dans l'enjeu qu'une direction marketing, en tout cas la direction marketing de Monoprix, a relevé, c'est que rarement, en tout cas, une direction a été autant révolutionnée, disruptée sur ces 3 métiers historiques. Métier de communication de marque, qui doit faire dire et qui doit montrer plus qu'elle ne doit dire. Deuxième métier historique, métier de marketing opérationnel, qui doit devenir beaucoup plus expérientiel et relationnel, on y reviendra. Et puis métier historique de marketing client, où on envoie des SMS, des CRM, on saturait les clients, qui évidemment doit devenir plus digital et plus local. Bon, on y reviendra alors. Encarna Marquez, alors pour le groupe France Télévisions, il s'était déjà inscrit dans une dynamique de transformation ambitieuse pour répondre à l'évolution des usages des téléspectateurs. On ne parle pas de clients cette fois-ci. Qu'est-ce qui a changé avec la crise et quels seront aussi vos principaux enjeux qui découlent justement de ces transformations ? Donc effectivement, il y a eu une année 2020 qui a été marquée par la crise sanitaire, qui a encore changé les usages chez les publics, puisqu'on était à la maison, donc on consommait les programmes et l'information autrement que quand on est au travail toute la journée. On voit qu'en fait les usages ont changé, qu'il y a de plus en plus des personnes qui regardent la télé autrement, donc plus linéaire mais plutôt délinéarisée, parce que
on n'est jamais peut-être devant son écran télé ou autre écran à 20 heures. Donc, comment on consomme les programmes. Et donc, on voit qu'effectivement, les audiences migrent petit à petit du linéaire au non linéaire. Et comment, donc nous, on a un rôle de transformation des usages, donc accompagner les utilisateurs pour que demain, quand ils vont quitter, entre guillemets, petit à petit les linéaires, ils se retrouvent dans les non linéaires, si possible chez France Télévisions et pas chez les autres. Et on a aussi un enjeu sur les publics qu'on touche moins, donc les plus jeunes, mais même les actifs qui de plus en plus consomment d'analyser, comment on peut concevoir une offre de contenu, une expérience dans tous les écrans qui correspondent à ces nouveaux usages. Cette consommation des programmes d'information pendant 2020 et 2021 a vu encore des changements par rapport à l'arrivée du digital dans le monde des médias. Il y a une multitude d'offres qui sont arrivées. Il y a quelques années, il n'y avait pas Prime Video, il n'y avait pas Disney+, il n'y avait pas Salto. Et donc l'offre, elle est pléthorique. Donc les publics ont du mal à choisir. Et du coup, pour émerger parmi ces choix énormes, il faut se différencier. Donc nous, en tant que service public, en plus, on doit se différencier aussi par rapport à nos missions de service public. Donc notamment avec le digital et la désinformation, les fake news, comment du coup un groupe comme France Télévisions peut être garant de que l'information elle est checkée, elle est vérifiée avant d'être publiée. Et puis autour du divertissement, donc il y a Netflix, il y a Prime Video, donc comment dans tout ça, France Télévisions arrive à faire des programmes de qualité, divertissants, mais qui répondent aussi aux enjeux d'éduquer. Voilà. On rejoint Florent à distance pour Center Parc. Alors, le tourisme, il a été quand même touché de plein fouet. La crise perdure. Heureusement, le positionnement du groupe Pierre et Vacances comme acteur du tourisme de proximité permet au groupe de sortir son épingle du jeu. Et on a vu, je lisais quelques articles, quelques interviews de Franck Gervais, on voit bien qu'effectivement les réservations sont quand même au rendez-vous pour cette fin d'année. Alors comment le groupe aborde-t-il 2022 et quels seront aussi les principaux défis de votre direction e-commerce et innovation? D'accord, très bien. Tout d'abord, on l'apprend de manière très prudente. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait prédire ce qui va se passer dans les semaines et des mois à venir. Après, on reste plutôt confiant aussi parce qu'on a quand même beaucoup appris des précédentes périodes de Covid pour adapter notre produit, notre offre, tout ce qui est labellisation, formation du personnel, adapter toutes nos activités au contexte sanitaire. Et oui, en effet, comme vous avez dit, on l'aborde aussi ambitieux. Parce que depuis la réouverture au mois de mai dernier sur nos 28 parcs en Europe, c'est vrai qu'on observe une forte appétence pour le produit avec des occupations records et ça nous conforte pleinement dans le positionnement du produit qui est l'authenticité, l'extérieur, la nature, le local et l'expérientiel. Et c'est vrai que la promesse de notre marque qui est de se déconnecter du quotidien et se reconnecter aux essentiels avec la famille a pris vraiment tout son sens avec le Covid où on a été régulièrement privé de nos proches, de nos amis et souvent uniquement à distance. En fait, il y a quelques semaines, comme vous avez pu le voir, on a lancé notre nouveau plan stratégique qui s'appelle Réinvention 2025. C'est vrai que comme vous l'avez dit, sous l'impulsion de Franck Gervais, notre nouveau directeur général, et c'est vrai que cette stratégie qui sera pleinement déployée sur 2022, elle repose sur trois piliers. Le premier, évidemment, c'est la RSE. Le deuxième pilier, c'est l'expérience client et on y reviendra un petit peu après. Et enfin, le troisième pilier, c'est la performance, donc avec notre ambition, avec notamment une croissance de plus de 48% de notre chiffre d'affaires en 4 ans, avec dès 2022 un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros sur nos 28 parcs en Europe. Très bien, donc on reviendra justement pour savoir comment ça va s'articuler et quels seront
les principaux chantiers qui en découlent. Alors Céline, je reviens sur le plateau pour le groupe BNP Paribas. Alors il a montré la force de son modèle. En témoignent les derniers résultats que j'ai lus liés au troisième trimestre 2021, en hausse de 4,7% par rapport au troisième trimestre 2020. Alors comment se dessine 2022 et quels seront aussi les principaux challenges à relever pour votre direction transformation, marketing et digital? Alors peut-être en rebond de mes collègues sur le plateau, revenir quelques minutes sur la période que l'on vient de vivre, les 18 mois de crise sanitaire et économique. Ce que l'on a vu et qui est vraiment important pour la suite, c'est une accélération des tendances que l'on observait déjà avant la crise. Tendance de digitalisation très forte des usages de nos clients, donc qui vont de plus en plus se connecter sur le site Ma Banque, l'application Mes Comptes de BNP Paribas. Près de 65% de nos clients sont digitaux actifs. Et deuxième tendance importante, ils vont de plus en plus souvent sur leur app, par exemple, consulter leur compte, faire des opérations, des virements, scanner un chèque, prendre un rendez-vous avec un conseiller. On a à peu près 55% de nos clients qui n'utilisent plus que le mobile, donc qui sont mobile only et qui donc consultent leur app près d'un jour sur deux, donc quasiment comme la météo. Donc c'est vraiment un usage accru du digital dans ce qu'on peut appeler les usages du quotidien bancaire. Et puis en parallèle, une transformation dans l'écosystème des paiements. Nous avons tous vécu l'essor du paiement sans contact quand on a passé le seuil de 30 à 50 euros. C'est près d'un paiement de proximité sur deux, le paiement sans contact. On voit aussi les offres technologiques sont fortement plébiscitées. Je pense à la carte biométrique qu'on a lancée cette année et qui permet de payer en sans contact en magasin avec l'empreinte digitale au-delà du plafond de 50 euros. Donc essor des paiements, les paiements mobiles qui vont ne faire que croître dans les années à venir. Et puis, dernière tendance forte et essentielle, on va dire, la période que l'on vient de vivre n'a fait que renforcer le rôle essentiel, primordial, cœur de nos conseillers, pivot dans la relation. Pivot dans la relation pour être en écoute, en accompagnement et puis bien sûr en expertise, en conseil. Et c'est vraiment la complémentarité en fait du digital et de nos conseillers, qu'ils soient en plateforme, qu'ils soient dans les agences, qui répond aux attentes des clients. Et peut-être un point important aussi, parce que ça sous-tend la façon dont on travaille, l'enrichissement de l'expérience client maintenant et dans les années à venir, les attentes de nos clients dans cette période et les attentes des consommateurs en général, elles n'ont fait que s'accentuer sur des besoins d'immédiateté, de simplicité, de simplification des parcours et de ce qu'ils vivent, mais aussi des besoins de personnalisation. Je souhaite être reconnue, moi, en tant que cliente qui, depuis longtemps, suis dans ma banque, et puis des besoins de transparence, de sécurité également. Et donc, quand on propose la carte biométrique, par exemple, quand on a une clé digitale avec authentification forte, on répond à ces besoins. Donc, complémentarité du digital, rôle clé des conseillers, et c'est ça qui sous-tend nos enjeux pour 2022. Alors justement, rentrons dans le vif du sujet, abordons les différents chantiers des unes et des autres, les chantiers qui devraient vous mobiliser sur 2022. Je reviens vers vous, Encarna, pour le groupe France Télévisions. Tout se joue donc sur la qualité de l'expérience télévisuelle qui va être délivrée à ce spectateur, et je dis bien spectateur et non plus téléspectateur, puisqu'on a bien compris que la consommation était délinéarisée, et c'est une expérience qui va permettre à la fois de fidéliser, mais aussi de recruter des nouvelles audiences. Quelle est alors votre feuille de route pour 2022 ? Donc, on a essentiellement 3 défis majeurs. Donc, les premiers, Enecourt et ça qui est dit dans les plateaux, c'est la data pour mieux connaître nos utilisateurs et du coup, à la fois créer de la satisfaction pour eux et de la valeur pour nous. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu vital. On n'est pas au début, mais on est toujours, entre guillemets, en train de s'améliorer, surtout dans une maison qui n'est pas très digitale à la base, comme d'autres secteurs ici autour de la table. Le deuxième défi, c'est cet écran télé, parce que malgré que les usages se délinéarisent, l'écran roi pour regarder les programmes de qualité, c'est l'écran télé.
Donc comment on l'investit, c'est un écosystème qui est très compliqué. Il y a les box FAI, il y a les Chromecast et compagnie, il y a les Apple TV et compagnie, il y a maintenant les téléconnectés. Tout ça, c'est un écosystème technologique assez complexe avec différents types de relations avec les téléspectateurs. Soit on est un B2B2C, soit un B2C, donc soit une autodistribution, soit en partenariat avec un de nos partenaires. Donc c'est assez complexe à avoir une expérience qui est homogène pour exprimer une même promesse pour ne pas perdre l'utilisateur. Donc ça, c'est le deuxième défi. Et le troisième défi, c'est clairement la fidélisation et la rétention. On a des événements phares chez France Télévisions, comme les Jeux Olympiques, où on arrive à capter des utilisateurs qui ne sont pas celles qui consomment France Télévisions d'habitude. Comment on peut capitaliser sur ces événements forts, sur cet temps fort. Je parle des sports, mais il y en a d'autres. Pour une fois que quelqu'un qui vient chez nous, on arrive, entre guillemets, à les faire revenir avec d'autres contenus qui peuvent l'intéresser. Donc, on est un service public, donc on a un enjeu à la fois des personnalisations, mais aussi des discovery, des découvrabilités. Et donc, on parle souvent en interne d'un moteur des recommandations service public, dans le sens où on ne veut pas enfermer l'utilisateur dans ça qu'il a vu, mais il faut l'écouter pour au moins l'attirer. Et une fois qu'il est là, comment on peut lui faire découvrir des choses qui peuvent l'intéresser et qu'il ne connaît pas. Donc voilà, on est dans cette deux... et du coup, on est dans une, entre guillemets, guerre de l'attention. Hein, comment la journée à 24 heures, on est sollicité par plein de choses. Donc comment, quand il doit choisir de voir un programme, vient chez nous et pas chez Netflix ou autre, on est vraiment là. Et donc l'idée, l'objectif, c'est de faire revenir et d'être en contact avec la marque tous les jours, voire plusieurs fois par jour, et notamment sur l'information avec notre plateforme France Info. Voilà, on est vraiment dans cette fidélisation, rétention en fonction des offres. On est au mois, à la semaine ou à la journée, mais vraiment c'est un des enjeux principaux sur 2022. Le sujet de la data, quand c'est le premier point que vous avez exposé, est un sujet récurrent, entre guillemets, vous l'avez présenté comme ça. Qu'est-ce qui va changer sur 2022 ? Sur quoi vous devez accélérer autour de la data ? Est-ce que vous pouvez nous apporter quelques illustrations ? On est vraiment dans... On a déployé les logins obligatoires sur la plateforme France.tv pendant le confinement. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait pas de login, donc on ne savait pas qui étaient les téléspectateurs qui venaient nous voir. Dans un contexte ECNIL et RGPD compliqué, puisqu'il y a eu des réformes courant 2021. Donc en fait, avec maintenant cette login, on connaît notre téléspectateurs, on sait qui c'est, on peut les contacter s'ils sont acceptés, on puisse les contacter. Bien entendu, on est compliant RGPD. Et du coup, voilà, c'est toute cette relation client, même si chez nous, toute la partie CRM, c'est un mot technique, comment on la met en place donc, dans tout son parcours, dans les produits, donc on a des leviers effectivement pour les contacter, ça qu'on appelle on-site, donc, qui sont liés aux produits, liés et off-site, les réseaux sociaux, les mails, les SMS, bon, vous connaissez ça mieux que moi. Donc, comment on arrive à créer un parcours client global où il se sent à la fois effectivement reconnu, mais pas fléché. Donc, on est vraiment dans cette dichotomie. Donc, on dit bonjour Encarna, mais il ne veut pas trop être tagué, entre guillemets. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette relation à créer avec nos téléspectateurs, qui était très distante jusqu'à là, et qui maintenant, elle sera beaucoup plus interactive. Et pour nous, c'est très important de co-construire avec nos téléspectateurs. Donc ça, c'est la deuxième volet de la data important pour nous. Comment on peut co-construire la télé de demain avec eux ? Comment on peut échanger, interagir. On a mis pendant le confinement les hashtags où vous répondre, qui était un dispositif 360 degrés entre les linéaires et les non linéaires, qui a été très reconnu par nos téléspectateurs, très utilisé. Donc voilà, comment on peut concevoir les programmes de demain sur une émission, quelles sont les thématiques que les Français et les Françaises ont envie d'entendre parler. On est vraiment dans cette 12e volet de la data qui nous amène à un dialogue et de la co-construction avec nos téléspectateurs. On est vraiment là. C'est clair, merci beaucoup. Florent, pour Center Parcs,
Alors, vous avez commencé à nous parler du plan stratégique Réinvention 2025, pardon. Vous entrez justement dans la phase de déploiement de cette nouvelle stratégie. Sur quel chantier comptez-vous aussi accélérer pour Center Parcs afin de répondre à cette fameuse promesse qui est une promesse autour d'une expérience plus digitale, plus personnalisée et aussi plus servicielle? Bien sûr, donc sur le deuxième pilier qui est l'expérience client, déjà un, c'est de répondre aux nouvelles attentes de nos clients. On les appelle souvent les consommateurs, c'est qu'ils veulent avoir un impact positif sur l'économie, consommer local, faire des actions pour l'environnement, mais également tout ce qui est une volonté d'expérience authentique, ludique, éducative, se reconnecter. Alors d'abord, ça passe bien évidemment par le produit lui-même. Donc, on va multiplier les activités ludo-éducatives par les nouveaux cottages qui seront aventure, animaux de la forêt, cottage bien-être. Mais c'est vrai que si je fais un focus sur le digital, je rejoins mes confrères, c'est que la personnalisation pour nous reste la clé, restera un axe majeur de développement pour 2022 et les années à venir, et bien évidemment basé sur la data. Il est vrai qu'aujourd'hui, la third party data, avec toutes les lois RGPD, elle est en très très fort recul. On peut de moins en moins l'utiliser à bon escient. La seconde partie data, elle est plutôt difficile à collecter et elle est encore plus difficile à activer. Et c'est vrai que notre force au sein de notre groupe, c'est depuis de nombreuses années, c'est vraiment la first party data. Sur des séjours dans le travel, c'est très fréquent. Et c'est vrai qu'on va continuer à investir en 2022 sur cette donnée-là. C'est vrai qu'on a la chance que près d'un client sur deux chez nous est déjà venu. Donc on veut vraiment utiliser cette donnée pour enrichir son expérience, pour personnaliser son expérience, des conseils, des recommandations, des services ou des activités qu'il pourrait aimer. Et c'est vrai qu'on va aussi en 2022 accélérer sur le prédictif, donc de la personnalisation avec intelligence artificielle, notamment sur le CRM par exemple, pour gérer la pression email. On va détecter le bon moment pour envoyer l'email pour qu'il soit lu, le bon moment pour envoyer l'email pour déclencher un achat, pour éviter le volume, éviter le spam et parler à la bonne personne avec le bon contenu et au bon moment. Et c'est vrai que notre objectif, c'est vraiment de baisser les volumes d'envoi et d'accroître la performance et la lecture de nos emails. Après, le deuxième enjeu autour de la data, pour moi, c'est le temps en temps réel. Tout doit être fait très rapidement, donc on va aussi investir pas mal sur tout ce qui est les informations en temps réel. Par exemple, on lance en ce moment des expérimentations sur la personnalisation de tous nos emails, sur le contenu dynamique comme la météo, comme la dernière recherche, comme la photo qui pourrait plaire le plus selon la typologie de client. Par exemple, très précisément, on va envoyer une photo d'une activité intérieure si la météo à venir pour le séjour est selon les dates et non clémente. On va plutôt aller mettre des photos d'activités extérieures si la météo est présente. Donc vraiment, en 2022, c'est de continuer vraiment à investir dans notre data lake et tout ce qui est autour du processing intelligent des données du data lake qui ont des sources multiples. Et vraiment, la simplification du parcours et la personnalisation du parcours va vraiment par l'instantanéité et la rapidité d'accès à l'information ou à l'action pour nos clients. Il y a aussi un sujet sur la partie social média et même social commerce, et on l'a vu sur les mois passés que le social commerce, quelque part, venait compléter un peu toute la partie business des marques. Comment est-ce que Center Parcs compte utiliser les plateformes social média pour renforcer le business ? Bien sûr, c'est clé. Comme je disais, l'expérience client, elle va aussi par la recherche d'authenticité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour nous, ce qu'on appelle le brand content, donc le contenu qu'on crée nous-mêmes, il ne suffit plus. Donc c'est vrai qu'on a lancé cette année, et on va encore plus aller loin dessus sur notre stratégie social media qui repose sur trois grands piliers. Le premier pilier qu'on appelle la Green Army, donc c'est tous nos ambassadeurs. Donc on recrute et on anime une communauté aujourd'hui de plus de 1,6 million de fans. Le deuxième pilier, en fait, qu'on appelle Stories, c'est vraiment stimuler la création d'UGC, donc de User Generated Content. C'est du contenu authentique, unique, où le client peut
peut se refléter ou se voir. Et c'est vraiment complémentaire, hein, comme je le disais, du brand content. Et enfin, le troisième pilier, c'est ce qu'on appelle le proof, c'est-à-dire qu'il faut booster nos ventes et aussi l'awareness de nos marques par ce C2C content qui est vraiment de plus en plus présent sur tous nos canaux de distribution, sur nos canaux de communication. Et c'est vrai que là, sur les premiers mois, je peux vous partager quelques chiffres. L'engagement sur les réseaux sociaux sur notre secteur est d'environ de 2%. Cette année, on a vu un engagement de 6%. Et on a eu plus de 120 millions de reach sur notre contenu créé par nos ambassadeurs. Et la force, c'est que ce 90% de ce reach est purement organique. Il n'est absolument pas en paid sur les Facebook, Instagram, par exemple. Et c'est vrai que, comme je disais, sur le troisième volet qui est la proof, c'est aussi booster les ventes. Et en last click, on a fait plus de 1,5 million d'euros de ventes, c'est-à-dire que dans la même session, il y a une visite sur un post sur un de nos réseaux sociaux et une vente dans la même session. Donc c'est vrai que c'est assez gratifiant de voir ces premiers résultats. Donc toujours à la recherche d'expérience, partage d'expérience et d'authenticité. C'est clair. Merci beaucoup, Florent. Je reviens sur le plateau avec vous, Fong, pour Monoprix. Alors, la force de la marque Monoprix, elle est aussi dans la proximité, une proximité qui est traduite à la fois dans les magasins, mais aussi en ligne. Vous servez 800 000 clients par jour. Je lisais quelques chiffres sur le site de la marque. Vous fédérez 1 million de fans sur Facebook. Ils sont donc attachés à la marque. Et c'est cette relation qu'il faut obligatoirement entretenir. Qu'est-ce qui va évoluer ou peut-être même qu'est-ce qui va changer en 2022 dans votre périmètre marketing ? Alors, je pense que la première chose, tous mes amis en ont parlé, effectivement, c'est la digitalisation de la façon dont on parle à nos clients, ce qu'on a appelé effectivement le marketing client ou le CRM hier, où en fait on réfléchissait par canal. Hein, qu'est-ce que je racontais dans mon email, qu'est-ce que je racontais par SMS, alors qu'aujourd'hui il faut qu'on passe d'un marketing de canal à un marketing de contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de raconter parce qu'il fait beau, qu'est-ce que j'ai envie de raconter parce qu'il fait chaud, voilà. Enfin, et ensuite le canal, que ce soit SMS, email, ça sera au choix du client. Donc ça, je ne vais pas revenir parce que je pense que à la fois, ils en ont beaucoup parlé et très bien parlé. Je pense qu'on a effectivement un deuxième et un troisième enjeu. Le deuxième enjeu, et je vais rebondir sur ce que disait Céline tout à l'heure, c'est évidemment continuer à nourrir la relation avec nos clients. Et vous en avez parlé aussi, Majda, tout à l'heure sur le compte M. Quelque part, ce qu'on a voulu faire et ce qu'on veut faire avec le compte M et qu'on va continuer à nourrir, c'est d'assumer pleinement notre rôle de commerçant de quartier, meilleur commerçant de quartier avec toute la puissance d'un leader du digital. Et une preuve, c'est qu'en fait, nos clients ne disent pas Monoprix, ils disent mon Monoprix. Et quand vous pensez à mon Monoprix, votre commerçant de quartier, en fait, il fait plusieurs choses. En fait, il fait 6 choses. La première chose, c'est qu'il dit effectivement bonjour Majda ou bonjour Céline. Et on en parlait tout à l'heure en off avec Céline. Et effectivement, on dit maintenant, vous allez voir toutes les communications personnalisées que vous recevez. On dit chère Céline, chère Majda. La deuxième chose qu'il fait, c'est vous ne savez pas ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on a mis en place avec les promotions personnalisées, c'est-à-dire que tous les mois, tous nos clients vont recevoir des promotions et des offres qui leur sont dédiées, qui travaillées par justement la data et l'intelligence artificielle. La troisième chose qu'on a mis en place, c'est ce que votre commerçant aussi fait, c'est venez, j'ai un petit cadeau pour vous aujourd'hui, mais ne dites pas à personne. Regardez ce que j'ai pour votre chien. Et bien effectivement, c'est ce qu'on a appelé justement la surprise factory. Et ce qui est un des piliers de notre compte, c'est finalement une petite surprise à un moment complètement gratuit quand vous n'y attendez pas, comme ça. C'est le petit geste. Et c'est ce qu'on a également, en fait, c'est ce qu'on a appelé les surprises sur mesure dans le cadre de ce nouveau programme relationnel. La quatrième chose qu'il fait, c'est « Majda, vous êtes pressée, vous inquiétez pas. On va le prendre sur votre note. » Et bien effectivement, c'est le paiement simplifié qu'on a mis en place, où en réalité, vous enregistrez votre carte bleue et partout, vous pouvez payer avec, notamment dans un premier temps, tout ce qui est service de livraison à domicile, et dans un deuxième temps, on va le déployer vraiment pour tous vos achats, que vous pouvez également passer à votre nounou, etc. La dernière chose qu'il fait, c'est que quand vous partez de son magasin, parfois il vous appelle en disant « Oh, vous savez pas, Majda, cette côte de bœuf, la côte de bœuf que vous avez adorée la dernière fois, je l'ai de nouveau en magasin. Est-ce que je la mets de côté ?»
vous dites oui. Et c'est ce que, vous en avez parlé aussi, c'est l'innovation qu'on fait, qu'on a mis en 2 étapes. La première étape, effectivement, c'est que nos meilleurs clients reçoivent des communications directement de leur magasin qui leur parlent de l'arrivée d'un produit exceptionnel qui va leur plaire. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà mis en place dans le cadre du compte M avec le lancement. Et la deuxième étape, qui est l'innovation, c'est qu'effectivement, à partir de maintenant, nos clients vont pouvoir converser directement avec leur magasin pour justement commander, demander des choses. J'ai un dîner, j'ai 5 personnes, j'ai 5 amis qui viennent dîner à la maison ce soir. Est-ce que vous pouvez pas me préparer? Alors ça, il faudra attendre un petit peu. On le lance en test dans 5 magasins à partir de décembre, mais effectivement, on le déploiera en 2022. Donc c'est vraiment effectivement nourrir ce côté relation de proximité, relation individualisée, et comme l'a dit en fait Céline tout à l'heure, la complémentarité entre notre personnel en magasin, puisqu'en fait ce n'est qu'une conversation, en fait c'est un outil de conversation entre notre personnel qui devient vraiment conseiller agent, enfin pour vous mais conseiller pour nous, votre commerçant de proximité et la force des outils digitaux. Donc ça c'est la première priorité évidemment. La deuxième priorité c'est continuer à faire briller cette marque Monoprix qui est effectivement une très belle marque française qui fait partie du patrimoine français et rappeler, on l'a dit tout à l'heure, rappeler à tous sa différence au-delà d'être connu. Finalement, en fait, rappeler en quoi Monoprix est différent et je pense que tout à l'heure, je vous parlais de la révolution de ce que les clients attendent, ou en tout cas de ce que la marque aujourd'hui a affronté. Finalement, on n'a jamais autant besoin d'exister. Et en face de nous, on a des consommateurs qui ne croient plus à ce qu'on dit, qui ont besoin de preuves et surtout qui sont très bien capables. La meilleure publicité, c'est eux. Et si je reviens sur ce qu'on a fait pendant la deuxième phase de confinement, que certains ont appelé la campagne des produits essentiels. Alors, je vois Céline qui sourit, mais effectivement, en fait, je trouve que c'est très révélateur et assez emblématique de ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. La première chose, c'est qu'une marque n'est pas au-dessus des clients, elle est à côté, donc elle est en empathie. Et quelque part, à ce moment-là, on a cherché à être utile parce qu'on savait que nos clients rentraient en fait dans cette deuxième phase de confinement. C'était l'hiver, c'était novembre. On s'est dit, quand ils viennent en magasin, ils ont envie de sourire. D'où ces petites phrases, on a parlé des biberons qui n'étaient pas essentiels, à partir de 4 ans, on ne pouvait plus s'habiller puisque les produits étaient considérés plus, voilà, on ne pouvait plus les vendre. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose qui a été très marquante pour cette campagne, c'est que finalement, ce n'était pas une campagne, c'était des messages qu'on avait passés en magasin. Et ce sont nos clients qui, en réalité, ont pris en photo ces messages et qui en ont fait une campagne. Donc c'est vraiment les deux leviers qu'a très bien résumé Florent, mais qui est effectivement comment est-ce qu'on arrive à être à côté, on apporte des solutions à des besoins de nos clients. Et la deuxième chose, c'est effectivement quand on fait ça, en réalité, c'est nos clients qui vont faire dire, et c'est votre meilleure publicité. Donc continuer à faire briller notre marque, c'est aussi ce que nous faisons actuellement avec la rétrospective, puisque vous savez qu'on a en cours en fait quelque chose qui est magnifique, qu'on est au Musée des Arts Décoratifs. On a une rétrospective sur toute l'histoire de Monoprix, qui est une histoire en fait Monoprix et prise unique, et qui rappelle effectivement à quel point à la fois Monoprix est une marque historique, mais aussi une marque hyper contemporaine. C'est une très belle façon de faire briller la marque, ce d'autant plus, et ça va être notre gros enjeu 2022, que 2022 va marquer les 90 ans de la marque Monoprix. Donc je pense que ce sera une très belle opportunité pour nous de reprendre la parole, de rappeler notre différence. Et ce que vous allez découvrir, j'espère, et aimer, j'espère aussi en 2022. Avec plaisir. Alors Céline, pour BNP Paribas, dans le secteur bancaire, il y a aussi cette volonté de délivrer la promesse relationnelle qui est aussi donc important pour rester le partenaire privilégié des clients. Quelles seront aussi vos priorités 2022, votre feuille de route 2022 pour mieux anticiper à la fois les usages et réinventer l'expérience? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. Majda. Partenaire de nos clients et partenaire de confiance de nos clients. Plusieurs axes importants pour nous. Continuer évidemment à enrichir nos apps. J'ai lu récemment dans une enquête d'Harris Interactive qu'un Français sur 5 déclarait post-confinement, post-Covid, on n'est pas encore post, mais utiliser de plus en plus et beaucoup plus son mobile qu'avant. Donc ça rejoint ce que j'évoquais au démarrage. Donc comment on arrive à enrichir encore nos applications pour qu'elles soient encore plus conversationnelles et qu'elles proposent toujours plus d'offres et de services
il faut avoir en tête que nous proposons à nos clients, alors nos clients ce sont des clients particuliers, des clients professionnels, entrepreneurs, un écosystème de produits et de services à disposition sur le site web, sur l'application. On a par exemple une quinzaine de produits qui sont souscriptibles directement sur le mobile, mais ce qui est encore plus important, c'est qu'à tout moment, le client peut contacter un conseiller, avoir un expert, prendre rendez-vous. J'en veux pour preuve que quand on regarde le nombre de rendez-vous avec nos conseillers entre 2019 et 2021, on a augmenté de 5%. Et ces rendez-vous, d'ailleurs, dans les derniers mois, se faisaient à 50% à distance. Et donc, comment on arrive à enrichir toujours plus nos apps pour qu'elles soient plus commerçantes, plus personnalisées pour nos clients. Donc, à la fois cette omnicanalité devient essentiel et primordial. Ça veut dire que les clients à tout moment peuvent commencer sur le mobile, avoir un conseiller, télécharger leurs documents, aller jusqu'à la signature électronique. On a plus 40% en un an sur 12 mois glissants de contrats signés électroniquement avec nos clients. Donc c'est vraiment quelque chose de clé, que ce soit donc avec des clients, enfin des conseillers en agence ou enfin à distance ou directement le client lui-même sur l'application. Donc ça c'est vraiment important, cette omnicanalité, parce que ça répond à ce besoin de simplicité, d'efficacité. Et puis, un enjeu majeur, ça a été beaucoup partagé déjà autour de la personnalisation, donc la relation client extrêmement ciblée, personnalisée. Peut-être deux illustrations très, très complémentaires. On développe depuis, donc on a lancé ça il y a au moins un an, et puis notre marque Hello Bank avait été précurseur l'année précédente, des systèmes d'alerte contextuels poussés en temps réel. On a parlé tout à l'heure du temps réel avec Florent, qui permettent de pousser au client une information très précise sur la gestion de son compte, un chèque qui a été encaissé, un salaire qui est versé, un plafond, un seuil de plafond qui est atteint, pour qu'ensuite le client puisse soit accéder au parcours en digital, par exemple pour modifier son plafond carte, et puis accéder éventuellement à un chatbot ou à un conseiller. Donc ces alertes très personnalisées, la gestion budgétaire, la gestion de ses comptes, c'est quelque chose de très personnel, et donc le client peut également paramétrer l'intensité de ces informations qui lui arrivent en temps réel. Donc ça, c'est une illustration de la personnalisation, on va dire, dans le quotidien. Une autre illustration de cette personnalisation accrue, c'est ce que l'on a déployé, ce que l'on déploie cette année avec nos modèles de services relationnels. Et donc, on propose à nos clients soit un modèle proximité pour des clients qui sont très appétents au digital et souhaitent avoir, quand ils ont des problématiques ou des questions ou des projets avec leur banquier, avoir un ou des conseillers à leur disposition, que ce soit rapide, efficace, et donc une équipe de conseillers à leur disposition dans l'agence. Ou pour des clients qui ont des besoins d'épargne, de prévoyance un peu plus resserrés, avoir avec un modèle affinité, un conseiller dédié qui va apporter toute l'expertise patrimoniale et qui va les accompagner de manière très ciblée avec un bilan personnalisé et une relation avec accès à des experts. Donc ces modèles de services très personnalisés en fonction des besoins de ces clients, c'est aussi une réponse à ces attentes, et on va de plus en plus aller vers ce qu'on appelle la banque conversationnelle. On a parlé du mot conversation tout à l'heure. C'est effectivement aussi la façon dont on peut pousser aux clients d'une même voix et de manière très fluide, un email personnalisé parce qu'on sait que ce client a des projets, une bannière sur l'application Mes comptes pour pousser une proposition qui n'est propre qu'à ce client, et puis ensuite il peut accéder au parcours digital ou à un conseiller. Et donc c'est cette relation permanente qui nous permet d'accompagner les clients dans leurs grands moments de vie. Et peut-être on aura l'occasion de revenir sur ce que sont les moments de vie, mais c'est aussi quelque chose de majeur pour nous. Il y a aussi un sujet autour de la fidélisation quand on est une banque, une grande banque comme la BNP Paribas. Qu'est-ce que représente la notion de fidélisation? Quelque part, quand on a un compte dans un groupe bancaire, on ne part pas du jour au lendemain. Évidemment, la fidélisation, c'est clé. Et ce qui est au cœur de toute notre démarche, c'est évidemment et l'écoute client et l'amélioration de la satisfaction de nos clients. C'est assez bateau de dire ça, mais c'est fondamental. Tous nos leviers d'action, nos parcours, nos offres, nos services sont travaillés et sont proposés à nos clients en fonction de leurs attentes, en fonction de ce qu'ils ont exprimé et en fonction donc de ce que j'appelle les moments de vie. C'est-à-dire que comment on accompagne les clients dans des moments
qui sont fondamentaux. J'achète mon appartement, et ben, c'est un moment clé dans la vie d'un client qui va se tourner vers son banquier. J'ai des enfants qui grandissent, je vais financer les études, je souhaite épargner, je prépare une succession, je divorce, des moments dans lesquels le banquier, nous sommes partenaires dans la relation et comment on les accompagne, non pas simplement sur la demande du client, mais aussi pour proposer les offres et les services qui vont permettre de lui faciliter la vie, de lui apporter le conseil, l'empathie pour ces moments-là. Donc c'est ça aussi qui est fondamental dans la relation, dans la durée avec nos clients. Et qui va s'accélérer sur 2022. Et qui bien sûr va s'accélérer sur 2022. C'est clair, merci beaucoup. Une dernière question autour des autres axes de réflexion qu'on n'aurait pas abordés sur la précédente question. Je vous donne la parole, Fong. Je pense qu'en réalité, en fait, c'est dans notre capacité à exécuter tout ce dont on a parlé, et je crois que tout le monde a évoqué un petit peu les mêmes sujets. Donc effectivement, je pense que c'est notre capacité à créer du contenu. Et ça va être critique si on va aller vers plus d'individualisation, plus de personnalisation du contenu, et notamment du contenu vidéo et visuel. Donc ça, c'est un des premiers enjeux en termes de enablers, enfin de capacité à faire. Il y a évidemment la data, et ça c'est une longue route, je pense qu'on en a parlé. Céline l'a mentionné, aller encore plus loin sur l'app. Le compte M, en réalité, il est associé à une app qu'il faudrait télécharger, donc je vous appelle à les télécharger, puisqu'effectivement, en réalité, en fait, l'app devient quasiment votre porte d'entrée, votre sésame, votre carte d'identité pour une enseigne, et qui vous permet de gérer toute la relation comme un compte. C'est pour ça qu'on a appelé un compte M, mais voilà, toute la relation que vous avez avec l'enseigne, la préparer, les rendez-vous, après réservation, de choses que vous avez envie de préserver, notamment des nouvelles collections, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Donc voilà, je pense que c'est vraiment de poursuivre. Et puis ensuite, je pense qu'il y a un gros sujet qui est effectivement, on en a parlé, je l'avais dit en introduction, qui est ce volet humain, qui est continuer la transformation et de former les personnes. Et je pense que ça va être un des gros enjeux aussi. Donc vraiment, en réalité, je pense que les visions sont aujourd'hui, elles sont assez bien identifiées, bien définies, mais maintenant, c'est notre capacité à exécuter et à délivrer. Encarna, pour le groupe France Télévisions. Donc, il y a énormément de sujets, mais si je dois en choisir un qui nous différencie, c'est concernant l'information et comment la 5G va modifier nos usages, notamment sur la consommation de l'information. Aujourd'hui, on lit beaucoup, mais est-ce que demain, on va plutôt regarder des vidéos? On voit nos enfants, ils consomment de plus en plus des vidéos. Pas plus tard qu'hier, j'ai demandé à mon fils de 14 ans, est-ce que tu as vu qu'Éric Zemmour est candidat? Il m'a dit oui, j'ai vu sur TikTok. Comment les usages sur la consommation de l'information pour garantir, en tout cas, pour être acteur de cette démocratie et des pluralités des opinions et de l'information qui n'est pas vérifiée, qui n'est pas vraie, comment tout ça va évoluer? Du coup, comment les groupes France Télévisions mettent en place les moyens pour y être et pour être cet acteur de l'information vérifiée, l'acteur de confiance pour les Français. On l'est déjà, on a un index de confiance des Français et des Françaises qui est très important, mais comment on reste cet acteur-là, ça c'est très important pour nous. Florent, pour Center Parc, il y a un sujet aussi pour vous et qui fait partie du plan 2025, réinvention 2025 autour du volet RSE-ESG. Bien sûr, à ce moment-là, je vais terminer par un exemple très concret d'une initiative sur le digital, sur le RSE. Faut savoir que la pollution en fait digitale représente 4% des gaz à effet de serre dans le monde, plus que le transport aérien. Juste pour l'anecdote, un email, c'est 4 grammes de CO2. 65 emails, c'est 1 km en voiture. Et du coup, on sera sponsor d'une initiative en 2022 en Europe pour rajouter des dates d'expiration dans les emails, c'est-à-dire qu'ils seront supprimés des serveurs notamment. Un exemple tout concret, c'est que si un email du Black Friday est lu cette semaine, il ne sert plus à rien. C'est clair et c'est très efficace. Bravo. Et Encarna, pareil aussi. On les met en place juste en ce moment aussi. Et Céline aussi, il y a aussi un volet majeur, évidemment, autour de la finance durable. 2 objectifs, continuer à sensibiliser toujours plus nos clients,
Une illustration très concrète, si vous allez sur l'app, on propose à nos clients particuliers un calculateur à empreinte carbone pour, en fonction de toutes les dépenses qui sont réalisées sur le compte, prendre conscience de son empreinte carbone, avoir ensuite accès à des contenus pédagogiques du coaching pour réduire cette empreinte, voire avoir des actions de compensation de l'empreinte carbone. Donc prendre conscience, aider les clients et les citoyens dans cette logique de transition écologique, et puis apporter des solutions, des éco-solutions sur des univers bancaires tels que la mobilité, tels que le logement, par exemple, avec la plateforme Mon Projet Rénovation, que l'on a en partenariat avec Économie d'énergie, qui permet aux consommateurs, aux clients de faire un autodiagnostic de son logement pour ensuite éventuellement faire des travaux de rénovation. Évidemment, l'épargne. Nos clients souhaitent épargner de manière plus responsable et comment on les accompagne dans cette logique d'ISR. Et puis, tout l'accompagnement de nos collaborateurs pour qu'ils soient aussi les ambassadeurs d'une banque impactante dans la finance durable. Et peut-être le dernier point qui est aussi important, c'est on parlait de moments de vie tout à l'heure, d'accompagnement de nos clients dans des besoins qui ne sont pas simplement des besoins entre guillemets bancaires. Notre enjeu, c'est aussi technologiquement parlant de capitaliser sur toute la dynamique d'open banking pour aller avec des partenaires, avec des startups, enrichir les offres, les produits, les services que l'on peut proposer à nos clients. Je vous donnerai une illustration pour conclure, parce qu'on parle beaucoup des clients particuliers, clientèle professionnelle, entrepreneurs. On a intégré depuis plus d'1 an maintenant dans Ma Banque Pro un service digitalisé basé sur de l'intelligence artificielle et un outil de gestion de ses finances pour intégrer ses opérations, calculer la TVA, ensuite faire des prévisionnels de trésorerie, de comptes de résultats. Donc l'accompagnement administratif, comptable de ce client entrepreneur professionnel pour lui faire gagner du temps. On a déjà 100 000 clients qui utilisent ce service. On va l'enrichir avec un lien, une passerelle et des données partagées avec l'expert comptable. Et donc c'est tout ceci qui permet aussi d'accompagner les clients dans ces transformations et puis de répondre toujours plus finement à leurs besoins. Eh bien, merci à tous les 4 pour cet échange très enrichissant et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission en 2022. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.